Et je vous souhaite donc un bon webinaire dont l'ordre du jour est mon espace santé et l'INS, l'ordonnance numérique, l'alimentation du dossier médical. Et donc, je cède la parole tout de suite à Laurent Couture, que je n'entendais pas, et donc j'espère qu'il va revenir assez vite. Bonsoir à tout le monde. Ah ben Donc voilà. Laurent Couture, je suis référent de e-santé à la CEPAM de l'Essonne. Donc je vais intervenir sur ce webinaire avec Fabien Besançon, qui va faire plutôt des démonstrations. Donc on veut vraiment que ça soit interactif. Donc je vais essayer de passer vraiment rapidement sur la théorie pour laisser la place à la démonstration que va faire Fabien depuis son logiciel. Donc voilà, n'hésitez pas à intervenir à l'issue de la présentation pour poser l'ensemble de vos questions. Voilà, il y a différents thèmes. Alors on a repris effectivement mon espace santé. Donc, je veux bien que tu passes la slide, Marc. Donc, sur mon espace santé, on reprend effectivement ce que vous connaissez, hein, bien sûr. La plateforme Mon Espace Santé a été ouverte, comme vous savez, fin 2021. Et à l'été 2022, on a créé automatiquement l'espace santé en fait, de tous les citoyens, sauf opposition. Donc, à ce jour, on a à peu près 94% des citoyens, des usagers, qui ont un espace santé d'ouvert et pour lesquels, effectivement, on peut échanger des données de santé. Donc, à partir du moment où mon espace santé est ouvert, vous, professionnel de santé, vous pouvez déposer des documents à l'intérieur, donc ordonnance, volet de synthèse médicale, contrôle de radiologie, etc. Et puis consulter, bien sûr, dans le dossier médical du patient, de votre patient, les documents qui ont été déposés par lui-même ou par des confrères, par d'autres professionnels de santé. Par ailleurs, l'activation de son compte. Par ailleurs, donc, quand mon espace santé est ouvert, on invite effectivement le patient à activer son espace santé. Et en cela, il va sur son dossier médical et on l'invite effectivement à compléter son profil médical avec ses antécédents médicaux, etc. Vous avez donc les quatre fonctionnalités donc, du dossier médical. À l'intérieur, vous avez aussi une messagerie de santé qui permet à vous, professionnel de santé, d'échanger à votre initiative avec votre patient pour échanger des informations médico-administratives, des planifications de rendez-vous par exemple, des conduites à retenir en cas d'examen ou dans le cadre d'un suivi médical, suivi post-opératoire, etc. Donc c'est toujours à votre initiative et vous pouvez effectivement clôturer ces échanges à tout moment. Et puis, il y a deux fonctionnalités qui sont plutôt pour les usagers. C'est le catalogue de services, alors qui référence des services utiles à la santé. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on a 12 services référencés. Alors, comme je l'ai mis, il n'y a pas encore de données de santé, d'échange de données de santé, c'est-à-dire que ce n'est pas des appareils connectés, c'est des liens sur des services qui sont agréés par le site du ministère. Et puis, vous avez un agenda de santé, donc un agenda électronique qui viendra effectivement en 2024 et qui permettra d'agréger en fait tous les événements médicaux, les rendez-vous notamment du patient. Donc ça, c'était pour dresser un petit peu mon espace santé. Sur la vue d'après, je vous ai juste mis des chiffres, hein. On est à peu près à 60, sur les 67 millions d'ouvertures, donc ça fait 94% à peu près de l'ensemble des citoyens, et on a 8,7 millions d'activations, c'est-à-dire à peu près 14%, donc un peu plus de 13% en fait. Donc, l'activation permet à un usager effectivement de bénéficier de tous les services qu'on vient de voir dans la page précédente, c'est-à-dire notamment la possibilité de voir les documents qui ont été partagés par vous, professionnels de santé, et puis de pouvoir aussi échanger avec vous, les professionnels de santé, sur la messagerie citoyenne. On a eu à peu près 2% d'opposition. Alors, le delta entre les 94 et les 2%, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas pu contacter certains usagers. À partir du moment où on n'a pas pu leur donner la possibilité de s'opposer, on n'a pas ouvert mon espace santé. Bien sûr, ceux qui ne sont pas opposés au jour d'aujourd'hui peuvent tout à fait revenir et s'opposer finalement à la création automatique. Alors, sur l'INS, donc Identifiant national de santé, donc on avait déjà fait un webinaire hein, sur l'identifiant national de santé. Donc, on rappelle effectivement, c'est la carte d'identité électronique du patient qui permet de garantir sa bonne identification. On est dans des problématiques d'identité-vigilance. On va effectivement lui attribuer un INS qui correspondra à son NIR ou à son numéro provisoire et auquel on adjoint en fait les 5 traits de référence qui sont le nom, la liste des prénoms de naissance, la date de naissance, le sexe, le code de lieu. Comme vous savez, depuis septembre de cette année, hein, c'est un prérequis indispensable la qualification de l'INS pour déposer la donnée de santé. Si vous ne qualifiez pas l'INS de votre patient depuis votre logiciel métier, on ne peut pas effectivement partager la donnée de santé, on ne peut pas alimenter mon espace santé.
Alors, on a remis un petit point d'exclamation par rapport au référentiel national d'identité-vigilance. On a beaucoup de questions par rapport à ça. Il précise qu'un professionnel de santé est tout à fait habilité, en droit de demander à un usager d'attester son identité, tout simplement pour des situations réglementaires tout simplement pour s'assurer qu'en face de lui, il a la bonne personne et permettre effectivement d'identifier clairement et sereinement en fait l'assuré pour pouvoir partager des données de santé. Alors, c'est vrai que ça peut être un point de crispation de demander l'état civil à un patient, notamment ce qui vous le connaissez. Donc, il y a un kit de communication qu'on verra juste après, qui est fourni par l'ANS, à l'Agence du numérique en santé, et qui permet notamment d'avoir des affiches et des flyers à disposition de vos patients, à mettre dans les salles d'attente par exemple, et qui permet d'expliquer un petit peu en amont de la consultation que bah, voilà, il est possible que vous demandiez effectivement les papiers d'identité. On a peut-être, Laurent, une première question là qui nous Oui. est posée par Pierre qui nous demande comment est-ce qu'on peut faire pour récupérer l'INS lorsque le patient se prénomme SP, c'est les patients notamment nés à l'étranger, parce que quand on veut lancer la recherche de l'INS, si on met pas de prénom, on a un message d'erreur nous disant qu'il faut renseigner un prénom pour pouvoir faire une recherche de l'INS. Alors, je regarderai, là, j'ai pas la réponse sur les SP. On a effectivement une slide à la fin sur les anomalies qui sont remontées par le téléservice. Je répondrai, je me renseigner, je répondrai ultérieurement à la question, je ne sais pas. Effectivement, il y en a qui s'appellent SP parce qu'ils n'ont pas de prénom et Hmm, ça bloque effectivement au niveau de l'identification. ça marche, merci. Alors, je vous ai mis ce que va vous montrer Fabien après, c'est-à-dire la procédure de qualification qui est en deux étapes. La première, effectivement, eh bien, on demande la pièce d'identité du patient et on regarde ses traits d'identité, les 5 traits qu'on a vus juste avant. Et après, on fait appel au téléservice INSI. Et le téléservice TNSI, il va requêter en fait sur les bases INC de l'assurance maladie, de la CNAM, pour vous trouver une réponse en fait sur votre patient en termes de nom, prénom, trait d'identité, etc. Donc cette vérification, elle est à faire qu'une seule fois, bien sûr, lors de la première rencontre. Et je vous ai mis le lien en fait sur isanté.gouv, le site de l'ANS, qui permet effectivement d'avoir à la fois le kit de communication et bah, toutes les informations importantes, notamment les anomalies qu'on peut rencontrer de qualification de l'INS. Là, je vous ai mis la procédure de qualification qui est synthétique. À partir du moment effectivement, où vous estimez connaître suffisamment votre patient, parce que c'est un patient que vous connaissez depuis longtemps, eh bien, dans ces cas-là, vous pouvez très bien qualifier l'INS sans lui demander sa pièce d'identité. Alors, il y a quelques évidemment prérequis. Ça veut dire que c'est vous-même qui faites la qualification et pas un secrétariat. Vous utilisez la carte vitale du patient et après, vous consultez l'INSI. À partir du moment où vous avez un résultat qui est conforme à ce que vous attendez, c'est-à-dire que c'est bien lui que vous avez en face, nom, prénom, pas d'ambiguïté. Et dans ces cas-là, vous qualifiez l'INS de cette manière-là. Et dernier point, je vous ai mis effectivement les erreurs que pouvait retourner l'INS. Alors l'INS, il va chercher auprès de l'INC l'identification et l'état civil du patient. Donc là, vous voyez, il y a marqué Caroline avec 2 R. Donc ça veut dire que c'est une erreur de l'état civil. Dans ces cas-là, il ne faut pas qualifier l'INS et il faut inviter votre patient à justement aller auprès du service public. Vous avez mis le lien, effectivement. Ah, il n'est pas là, il est peut-être en bas de la vue. Mais vous avez le lien sur le service public, c'est à lui effectivement de modifier, de rectifier auprès de l'INC cette erreur d'identification. Vous ne pourrez pas qualifier, vous ne pourrez pas partager la donnée de santé si l'état civil n'est pas rectifié et donc correct. Par contre, vous voyez, sur la deuxième ligne, on a Hélène Marcel. Bon, bah, on sait que c'est Hélène, il n'y a pas de souci. Donc là, on peut qualifier l'INS même si on n'a pas son deuxième prénom sur la pièce d'identité. C'est mon tour. Hop. Alors ouais, je veux bien que tu me libères. Alors peut-être juste avant que je vous fasse une démo quand même, parce que forcément, je vais vous faire une démo avec mon logiciel. Donc, déclaration d'intérêt, de lien d'intérêt, ça fait pas de mal. Donc moi, je suis Fabien Besançon, je suis médecin généraliste.
Je suis le président de la CPTS Cœur-Essonne. Je suis également secrétaire du Collège de médecine générale, qui est le Conseil national de la profession des médecins généralistes. Et je n'ai aucun financement de l'industrie et en particulier ni aucun avantage par rapport au logiciel que j'utilise et que je vais vous montrer maintenant. Je préfère le dire, comme ça au moins c'est clair pour tout le monde. Donc moi j'utilise Doctolib Médecin comme logiciel qui a le mérite d'être plutôt à jour sur toutes ces fonctionnalités-là. Donc là, ça c'est mon dossier à moi, comme ça il n'y a pas de problème, je suis d'accord pour vous partager ces informations me concernant. Donc vous voyez tous que j'ai la vésicule biliaire en moins et une rhinite allergique. Et comme ça, voilà. Alors, du coup, par rapport à ce qu'on vient de dire sur l'INS, moi dans mes infos administratives, ici, je vais pouvoir aller voir la façon dont l'identité a été validée. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis carte nationale d'identité, mais on peut voir qu'il y a d'autres façons de valider l'INS du patient avec une validation forte. Donc l'acte de naissance, le livret de famille, le passeport, un titre de séjour. Donc là, j'avais mis la carte nationale d'identité. Je vais vous montrer, parce que j'avais pas anticipé cette question-là, ce que ça donne. Alors, il faut juste que j'arrive à pousser cette barre-là. Sur le dossier de mon fils, dont je n'ai pas qualifié l'INS de façon forte comme ça. Mais comme le disait tout à l'heure Laurent, on peut aussi tout simplement attester que c'est bien le patient qu'on a en face de nous. Et ça, le logiciel, moi, va me le proposer au moment où je vais vouloir téléverser des documents médicaux dans son espace numérique en santé. Je vais juste avoir un petit message me disant, attention, pour mettre les documents dans l'espace numérique en santé, est-ce que vous attestez que c'est bien le patient en question que vous avez en face de vous? Et du coup, si je clique oui, ce que je vais ensuite avoir, moi, dans la validation de l'identité, c'est j'atteste déjà connaître l'identité de cette personne. Après, je peux effectivement dire que c'est sa carte nationale d'identité que j'ai utilisée dans un deuxième temps. Mais j'ai ce moyen-là, qui est un espèce de moyen intermédiaire, de valider l'INS du patient. Je vais revenir sur mon dossier. Hop. Ensuite, pour faire une recherche, comme le disait Laurent, sur l'INSI, ce qui est indépendant du fait d'avoir qualifié ou pas l'INS, eh bien, tout simplement, alors, où est-ce que je le retrouve? Ah ben, je peux pas le faire parce que je l'ai déjà validé, en fait. C'est un peu idiot. Du coup, si vérifier l'INS, là, je peux le refaire ici. Donc là, avec les informations que j'ai déjà rentrées, donc nom, prénom, il va aller vérifier l'INS. Et donc, il me ressort mon matricule INS. Si jamais il manquait une information, il va m'ouvrir une petite fenêtre en me disant il manque le prénom, il manque la date de naissance, et à partir de là, je peux requalifier l'INS. Si on n'a pas lieu de naissance, on met tout simplement inconnu, il peut quand même aller faire la requête pour retrouver l'INS du patient. Voilà un peu pour concrètement comment est-ce que ça se représente côté logiciel. Effectivement, Pierre nous fait remarquer que l'INS est récupérable sans la carte vitale. Oui, tout à fait. Effectivement, on n'a pas besoin d'avoir la carte vitale. Il faut, comme le disait Laurent, simplement avoir la CPS dans le lecteur connecté à l'ordinateur. On ne peut pas le faire avec une EICPS. Oui, la carte vitale, c'est vraiment la mesure de simplification. C'est que vous ne demandez pas en fait les papiers d'état civil en fait du patient, et là vous utilisez la carte vitale pour être sûr en fait On d'avoir n'a le même bon pas nom, besoin du prénom. numéro de sécu, Voilà. hein. Alors, on va poursuivre avec l'ordonnance numérique. Donc, c'est un point qu'on avait déjà abordé lors d'un précédent webinaire, mais voilà, il y a quand même des mises à jour enfin, importantes qui sont arrivées, notamment les éditeurs de logiciels qui commencent vraiment à se déployer sur le terrain. Alors, Julien, tu peux mettre la vue sur juste après un arc. Est-ce que vous voyez la vue suivante? Là, on est sur la vue 13. Pardon. Alors, attendez, excusez-moi. Je pensais que je partageais mon écran. Je le repartage. Est-ce que là, vous voyez la...
Ouais, c'est bon. Là, on n'est pas en plein écran, mais on le voit. Non, mais je peux repasser en plein écran. Je t'ai passé en plein écran. Là, ça va mieux. Voilà, c'est parfait. Voilà. Donc, on rappelle effectivement l'ordonnance numérique qui permet la dématérialisation du circuit de la prescription entre le médecin, donc les médecins prescripteurs, et les professionnels de santé prescrits. Donc, on commence par les pharmaciens sur cette année, mais on ira au-delà effectivement de la pharmacie, on ira vers les masseurs kinésithérapeutes, les sages-femmes, les infirmiers. Vous avez le circuit, donc c'est le médecin, on va faire une démonstration juste après par Fabien. Donc, le médecin, il fait sa prescription en ligne depuis son logiciel métier. C'est envoyé directement dans l'espace santé du patient, dans l'espace de l'ordonnance. C'est envoyé dans la base e-prescription de l'assurance maladie. Donc, le patient, il va aller chez son pharmacien avec une ordonnance papier, parce qu'il y a toujours du papier, dans le sens où sur l'ordonnance papier, vous avez le QR code qui s'affiche. Le pharmacien qui est équipé, effectivement, va scanner avec une douchette, en fait, le QR code, et ainsi, il va récupérer sur la base e-prescription la prescription en ligne. Et après, il va prendre toute une partie de la posologie, il va la délivrer. Et le médecin, au final, il pourra tout à fait voir si le patient a été voir son pharmacien et quels médicaments lui ont été délivrés. Alors, ce qui est important pour un pharmacien, c'est de savoir que s'il passe par e-prescription, il n'a plus lieu d'utiliser le système SCORE pour envoyer la pièce justificative, c'est-à-dire l'ordonnance. Ça se substitue complètement. Je vous ai mis une petite vidéo pour aller plus loin, qu'on pourra partager dans le chat si tu veux, Marc. Où dedans, on a effectivement comment fonctionne en fait la e-prescription. Sur la vue d'après, je vous ai mis, alors c'est une vue Est-ce que un vous peu... la voyez? Est-ce que Oui, vous on la la voyez? voit. C'est une vue un peu massive, mais ça semblait important quand même de vous montrer le déploiement éditeur. En bas, vous avez les éditeurs qui sont déjà agréés. Donc en bleu, vous avez les éditeurs qui sont agréés médecins. Et en vert, c'est les pharmaciens. Donc vous voyez déjà que Altis est agréé, Crossway est agréé, Doctolib, donc la présentation qu'on fait sur Doctolib est agréée, Medistory et Weda. Et puis vous avez les pharmaciens, Léo et LGPI, donc là on est en cours de vraiment de monter en charge. Et vous avez 15 logiciels en phase de pré-série qui sont juste au-dessus, et 23 logiciels qui sont en phase de préparation. Donc l'ensemble des éditeurs devrait bientôt être agréé d'ici, Attends, je Laurent, deux pense, le secondes. premier. Oui, Sylvain Lécuyer, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît, parce qu'il y a un peu de bruit de votre côté. Je cherche comment couper pour tout le monde. Mais Tu je cliques vois sur pas. sur le nom du participant et tu vas voir un truc qui va apparaître D'accord. normalement, qui permet de couper le micro. Tu peux continuer. Voilà, donc vous avez les logiciels agréés. Donc le mieux, c'est effectivement d'aller voir son éditeur de logiciel pour savoir si il a développé la version et sur quelle version il a développé. Vous pouvez très bien avoir une version sur laquelle il n'a pas développé et ça demandera une mise à jour. Et vous avez le site du Ségur qui vous permet de voir les éditeurs qui sont agréés. Sur la vue d'après, je vous ai mis des éléments de calendrier. Voilà. Donc on est en 2023. Donc en 2023, on prépare les sages-femmes et les chirurgiens dentistes. Donc, vous voyez que de septembre à décembre, on est sur la publication du cahier des charges. Et la pré-série commencera en décembre pour ces deux professions. Et pour les IDEL et les masseurs, on est sur la rédaction du cahier des charges jusqu'à la fin de l'année. Et en décembre, on est sur la publication auprès des éditeurs. Donc, ça veut dire qu'en 2024, on devrait partir sur les masseurs et les infirmiers, d'abord en pré-série, et puis après, effectivement, en déploiement en France entière. C'est pour vous donner des perspectives par rapport à ça. Fabien, je te laisse la main après pour la démonstration. Ouais. Merci. Sylvain, est-ce que Sylvain peut couper son micro, s'il te plaît, Sylvain? Je n'arrive pas à le couper, moi, d'ici. Je n'arrive pas. Ah, ça y est, j'ai réussi. Ah, très bien, merci. Du coup, alors, e-prescription, donc je me remets dans mon logiciel. Hop. Non, il a réactivé son micro. Oui, voilà, je l'ai recoupé. Pénible. Allons-y. Désolé, du coup, j'en perds mes petits, moi. Normalement, vous voyez mon écran. Donc, on est toujours sur mon dossier. Du coup, alors, j'ai qualifié mon INS. Hop. Donc, je vais pouvoir faire une consultation. Je me passe de la carte vitale et on y va.
Donc tout simplement, je vais faire mon ordonnance comme d'habitude, hein. Donc là, en l'occurrence, je vais me prescrire du Doliprane. Alors, il y a un certain nombre de critères qui sont respectés pour qu'à la fin, il puisse y avoir une ordonnance numérique. Ils ne sont pas très nombreux et de toute façon, le logiciel l'affiche s'il en manque un. En l'occurrence, il faut qu'il y ait une durée de prescription. S'il n'y a pas de durée de prescription, il n'y aura pas d'ordonnance numérique au final. Donc là, je vais me mettre, mince, zut, hop, une semaine de Doliprane. Je valide. Et là, alors, je peux faire une ordonnance numérique simple, ou alors je peux faire une ordonnance numérique qui va me servir à savoir si le patient a utilisé cette ordonnance, si oui, combien de fois et où. Donc, il faut qu'il m'ait donné son accord. Si je mets non, c'est pas grave, j'aurai quand même une ordonnance numérique, mais j'aurai pas les retours de délivrance de l'ordonnance. Donc là, je vais mettre oui, je valide. Et là, j'ai un petit message qui apparaît brièvement, envoi en cours de l'ordonnance numérique à l'assurance maladie. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il faut être connecté à Internet. Et il y a ce petit délai de temps, donc ça y est, hein, ça dure 3 secondes. Mais si j'édite mon ordonnance avant, elle sera pas numérique et j'aurai pas le QR code. Et maintenant, donc, si je veux vérifier ce que ça donne, donc je vais aller imprimer mon ordonnance. Et effectivement, là, j'ai ma e-prescription, donc j'ai mon QR code qui permet au pharmacien de le scanner et de pouvoir après la traiter comme une ordonnance numérique. Là, en l'occurrence, il y a peu de pharmaciens dans mon secteur qui l'utilisent actuellement, donc j'imprime encore toutes les ordonnances papier, mais comme le disait Laurent, à terme, on peut imaginer qu'on pourra se passer d'imprimer les ordonnances papier pour une partie des patients. Je suis désolé Laurent, mais comme j'étais perturbé par le micro qui était ouvert et j'essayais de pouvoir le couper de mon côté, je ne sais pas si tu as parlé du dépôt dans l'espace numérique en santé ou pas encore. Euh, Hop là, attends, je remets. Oui, oui, j'en ai parlé. C'est D'accord, donc je automatique. continue là, Ouais, ouais, tu je continues, c'est continue ma automatique, présentation, hein. Ouais. ma démonstration, ouais. Donc là, j'ai fait mon ordonnance. Alors, par la même occasion, ça peut être intéressant qu'on parle aussi du volet de synthèse médicale parce que c'est exactement pareil que ça va se passer. Donc, je peux créer mon volet de synthèse médicale, donc qui est simplement un médicament qui est généré automatiquement à partir des pathologies, des antécédents, des traitements en cours. Et également, moi, je peux rajouter quelques éléments de point d'intention. Donc, je vais le valider. J'ai mon volet de synthèse médicale. Une fois que j'ai terminé ma consultation, tout ça, je valide. Et là, il va me dire qu'il va l'envoyer sur le DMP du patient. Hop, donc j'envoie, j'ai mes petits messages qui continuent à apparaître ici en bas, donc envoie des documents en cours, donc là c'est en cours de partage sur le DMP, et alors j'ai réessayé tout à l'heure, mais normalement ça fonctionne, yes, document partagé sur le DMP. Et du coup, mon patient il se retrouve sur son espace numérique en santé avec son ordonnance et son volet de synthèse médicale. Je peux vous montrer du coup comment ça se présente côté patient. Je me suis connecté sur mon espace numérique en santé de patient. Hop, donc je vais le rafraîchir. Bonjour Fabien, mon actu santé. Donc c'est ce qu'on disait, hein, le profil médical. On va retrouver, alors ça c'est le patient qui le remplit. Et là on va retrouver les documents. Et alors ça peut-être pas encore. Si, ça y est. Alors c'est pas encore synchronisé pour ceux que je viens juste de déposer, mais j'avais fait un essai tout à l'heure pour être sûr que ça Oui, fonctionne. On retrouve l'ordonnance Fabien, on ne voit pas que là. j'ai faite. On a une vue qui Ah est mince! figée. On a une vue qui est Ah ben oui, figée. c'est parce que ouais, je partageais uniquement Doctolib. Faut que je me remette maintenant sur Safari. Désolé. D'accord. Hop. Donc voilà. Voilà. Donc mon espace numérique en santé, comme je vous le disais, on retrouve là le profil médical avec ce que le patient a pu renseigner de son côté. Et là, les documents. Alors, je vais voir si en rafraîchissant, ils apparaissent ou pas encore. Non, pas encore. Bon, il y a un petit délai quand même avant que ça apparaisse. Là, je vais retrouver l'ordonnance qui se trouve ici, du coup. Et de la même manière, alors je l'avais fait il y a quelques jours pour être sûr que ça fonctionnait. J'ai aussi mon volet de synthèse médicale, hop, que j'ai déposé depuis mon logiciel, qui se trouve là. Alors, Et juste si on... Fabien, ce qu'on voit juste à la vue d'avant sur mon espace santé, on a vu l'ordonnance numérique et on Ouais, a vu qu'elle était signée numériquement. oui. Ça veut dire que l'assuré peut tout à fait dire au pharmacien de récupérer en fait sur son espace santé pour délivrer les médicaments. Ça, c'est tout à fait possible, puisqu'elle est signée numériquement. Euh, et du coup, côté soignant, je vais repasser sur mon logiciel pour vous montrer ce que ça donne. Hop.
Donc, on repasse sur le logiciel. Voilà. Donc là, j'accède au DMP depuis mon logiciel. Hop. Donc là, je retrouve les documents que j'ai déposés aujourd'hui, la synthèse, ma prescription. Je peux les consulter. Pareil pour l'ordonnance. Alors, c'est ceux que moi, j'ai généré moi-même, mais on peut très bien imaginer que le pharmacien en fasse autant du coup. Voilà. Alors là, le logiciel ne le permet peut-être pas, Fabien, on l'a vu ensemble, mais l'idée, c'est aussi de récupérer l'ordonnance, enfin, les documents médicaux qui sont dans mon espace santé et qui sont envoyés par d'autres professionnels de santé que vous-même, hein, et de les récupérer, de les mettre, de les injecter directement dans le logiciel. L'interfaçage se fera comme ça. Donc là, Doctolib ne le permet pas, mais à terme, c'est prévu comme ça, hein. Il y a un interfaçage qui va se faire et qu'on pourrait injecter effectivement tous les documents qui sont dans l'espace santé du patient directement dans votre logiciel. Il y a quelques questions qui ont été Oui. posées du coup. Une qui concerne le nom de naissance. Quand on quand on rédige une ordonnance, c'est le nom de naissance qui apparaît et pas le nom d'usage qui est sur la carte vitale du patient. Et c'est un problème pour les pharmaciens. Il faudra intégrer les deux noms sur la carte vitale. Sur la carte vitale, il y aura les deux noms uniquement si la carte vitale, si vous voulez, c'est ce que on a nous à l'assurance maladie dans notre base de données opérante. Donc, ça veut dire qu'il faudra faire une mise à jour de notre base à nous, c'est-à-dire que le patient, enfin l'usager, il faudra qu'il vienne nous voir pour modifier en fait ça, et ça modifiera la carte vitale. Alors, je suis en train de vérifier moi avec mes patients, mais je pense qu'en fait, ça doit être une histoire de paramétrage de logiciel parce que il me semble que j'ai sur les ordonnances que je fais, j'ai le nom d'usage et le nom de de jeune fille pour les femmes. Il me semble que j'ai les deux. Je suis en train de vérifier. Il y a une question de Laure Le Sens qui dit si j'ai bien compris, on envoie l'ordonnance sur le DMP pour qu'elle soit scannée par la pharmacie. Alors nous, en fait, on envoie sur le DMP alors c'est automatique, hein, pour que tout simplement le patient il ait l'ordonnance, voilà, il puisse la consulter. Et normalement, le pharmacien, s'il est équipé d'un logiciel qui le permet, il peut scanner avec une douchette en fait le QR code et il va récupérer sur un serveur interrégime l'ordonnance. Il ne va pas récupérer l'ordonnance sur mon espace santé. Il va vraiment le récupérer depuis son logiciel sur le serveur interrégime. Il pourrait effectivement aller sur mon espace santé et le récupérer, mais ce n'est pas le but. Après, un assuré peut tout à fait imprimer l'ordonnance qu'il a récupérée sur son espace santé pour la communiquer au pharmacien, c'est tout à fait possible. Il y a Arnaud qui veut prendre la parole. Arnaud, Euh, vas-y. oui, je voulais savoir, du coup, nous, si on s'équipe de douchettes, est-ce qu'on pourra après récupérer à terme les ordonnances, imaginons d'un confrère, pour les renouveler? Enfin, des logiciels. Mm. Alors, tu C'est veux pour répondre, ça, Fabien? Laurent, je pense que la question, c'est est-ce qu'en scannant l'ordonnance, le Hmm. QR code, je peux avoir les lignes de prescription qui s'intègrent directement dans le dossier patient sur mon logiciel pour que ça me facilite le boulot, pour pas que j'ai à rentrer manuellement chaque ligne de prescription. C'est ça, oui, Alors, exactement. ouais, non, non, c'est pas prévu comme ça. Là, on est vraiment sur un prescripteur, donc un médecin qui réalise initialement une prescription, même si c'est un renouvellement, mais il devra effectivement le faire. Il ne pourra pas scanner le QR code. Le QR code, il sera vraiment pour les professions prescrites, les masseurs, les kinés, les pharmaciens, par exemple, qui voudront délivrer ou réaliser les actes. Mais vous, médecin qui est à l'initiative de cette prescription, vous ne pouvez pas scanner effectivement le QR code d'un confrère. En tout cas, ce n'est pas prévu pour l'instant. Une question, comment savoir si l'ordonnance a déjà été délivrée par un confrère? Un confrère pharmacien? Oui, je pense. Oui. Oui, pharmacien.
Alors, Est-ce que tu veux dire en tant que c'est en tant que médecin, tu veux savoir si l'ordonnance elle a déjà été délivrée par un pharmacien ou c'est en tant que pharmacien, tu veux savoir si elle a été délivrée par un autre pharmacien? En tant que pharmacien, par un autre D'accord. pharmacien. alors vous le verrez parce que tout simplement, quand le pharmacien va délivrer les actes, il va récupérer une partie de la prescription qui sera dans le serveur numérique. Et il ne pourra pas, une fois qu'elles seront délivrées, ça aussi, ça dit de la fraude, hein, il ne pourra pas délivrer les actes qui ont déjà été délivrés une première fois par la pharmacie. Il peut délivrer toute ou partie en fait de la prescription d'ailleurs, hein. On a le choix, il y a les lignes, ou tout, ou partiellement. Valérie, tu l'utilises déjà toi du coup Alors, la je sais pas. e-prescription, tu les scannes? Oui, enfin, c'est-à-dire, elles sortent, mais moi, je les édite en papier. Mais par contre, Oui. tu as le choix, tu as 3 lignes, je délivre tout, je délivre partiellement, ou parce que des fois, ils ont eu une partie ailleurs et il manque quelque chose qui manque chez tous les pharmaciens, quoi, et qu'on a en stock. Bon, voilà. Donc, tu coches la ligne qui te va. Voilà. Et le pharmacien, puisque le QR code, en fait, c'est une identification unique, hein. Il va récupérer la prescription. Si une partie a déjà été livrée, il ne pourra pas la délivrer. Et le médecin, lui, il le verra. Il verra effectivement, il aura un retour de son logiciel où il va consulter les prescriptions qui ont été délivrées par le pharmacien. D'autres questions? Comment peut-on savoir le nombre de renouvellements déjà faits? Je pense que on a un peu répondu à la question. J'imagine que quand tu vas délivrer une première fois, si c'est par exemple une ordonnance qui est prévue pour 3 ou 6 mois, tu vas la délivrer une première fois, tu vas écrire dans ton logiciel enfin, côté pharmacien, que tu l'as délivré une première fois pour 1 mois et Valérie, tu le confirmes. Et si tu le redélivres une deuxième fois pour un deuxième mois, tu vas marquer que t'as délivré le deuxième mois, j'imagine. Tu vas rentrer les quantités ou les durées. Ça, je pense. Je pense que ça se Ouais. fait. Mais en plus, on n'a pas le droit de délivrer avant 3 semaines à un mois. Le deuxième mois, on ne peut pas le faire avant. Donc, je pense qu'on retrouve. Et de toute façon, sur nos logiciels, on ne sait pas quelle est la pharmacie, mais on sait qu'ils l'ont eu ailleurs avec la carte vitale. On sait qu'ils ont pris le traitement. Oui, ça, on avait déjà accès depuis quand même un moment hein, sur l'historique des remboursements. Ouais. Depuis Mais peu, c'était on pas le disponible sait. avec toutes les caisses d'assurance maladie, avec Depuis peu, on le les sait caisses. sur le logiciel où est-ce qu'il a été délivré. Ça fait 2 ou 3 mois que sur mon logiciel, je peux voir où est-ce que ça a été délivré. Ah bon? Ouais. Sur le DMP, tu vas t'as une espèce de petite bulle, tu vas dessus et tu sais où ça a été délivré. D'accord. Mais ça a évité la fraude de certains produits, justement, où on voyait déjà qu'ils étaient allés ailleurs le chercher. Voilà. Donc, on ne pouvait pas renouveler. Ah ouais, effectivement, moi je viens d'aller voir sur le DMP, je viens d'aller voir mon DMP du coup. Ouais. Et dans mon DMP, je peux vous montrer, hein. De toute façon, il n'y a pas de secret dans ce que j'ai retiré. Hop, puisque vous savez tous que j'ai une rhinite allergique, donc vous vous doutez bien que j'achète de temps en temps des antihistaminiques. Hop. Et là, on voit du coup la pharmacie qui m'a délivré les médicaments. Ça, c'est dans le DMP du coup. Donc c'est bien effectivement affiché. Alors ça, c'est l'historique des remboursements, c'est-à-dire que c'est l'historique des 2 ans glissants, là. Tu es. Oui, mais c'était pas. Alors, moi, du coup, je relève de la CEPAM, donc ça marchait déjà sur l'historique des remboursements. J'ai pas eu l'occasion de vérifier avec un autre patient, mais c'est vrai que l'historique des remboursements, il y a certaines sécu, on l'a pas. Donc, je sais pas si maintenant ça marchera pour toutes les sécu, cette histoire-là, Alors, ou pas. ça marche, mais il faut que le patient il ait activé son espace santé. S'il n'a pas activé D'accord. l'espace santé, on ne charge pas l'historique. Ouais. Alors, c'est une difficulté pour vous, hein, puisque vous ne voyez pas l'historique des remboursements qui a été remonté, mais comment dire, c'est les usagers, le comité des usagers qui a souhaité effectivement qu'elle ne figure pas l'historique des remboursements. Donc, vous, médecin, vous pouvez l'avoir effectivement sur un mini pro, vous avez l'historique des remboursements, mais voilà, il y a des professions qui n'auront pas accès à l'historique des remboursements sur mon espace santé s'il n'a pas été activé.
Ok. Autre question? Je partage les adresses que tu nous as laissées, Laurent. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Bon, voilà. Est-ce que vous les voyez? Ouais. Ah, Ah, pardon. Laurent a été Attendez, déconnecté. je vais Ah, ça y est, revenir. il est Voilà. revenu. Voilà, je sais Voilà. pas, ça s'est déconnecté. Oui, il y a les adresses qui sont effectivement là, et puis surtout, il y a l'adresse de l'ANS avec le kit de communication pour vous en cabinet, en pharmacie par exemple, pour expliquer à l'assuré que vous pouvez lui demander effectivement sa carte d'identité pour. Voilà. Je lève la main pour intervenir à l'oral. J'essaierai de vous donner la parole.